OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Désolée du petit retard de quelques minutes. J'ai fait une petite gaffe dans ma programmation. Aujourd'hui, on va entendre quelque chose d'assez spécial. Mais pour débuter l'émission, pour commencer, je vais saluer ceux qui sont ici en studio présentement. Bonjour Josie Lévesque. Bonjour Carole. Bonjour Raymond Blais. Bonjour Carole. On va se rejaser un petit peu plus tard à l'émission après avoir entendu et on va pas critiquer, mais on va parler un peu de l'enregistrement que je vais vous faire entendre tantôt. Mais pour commencer, débuter l'émission, je me dois de vous parler avant tout de ce fameux objet nommé Oumuamua, découvert par le télescope basé à Hawaï en octobre 2017. Le télescope du nom de Pan-STARRS 1 ont donné ce nom Oumuamua qui signifie dans la langue hawaïenne un messager venu d'un passé lointain. C'est assez spécial de donner ce nom-là, hein? Surtout d'un passé lointain. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Je ne sais pas si c'est un côté sagesse hawaïenne. Mais bref, selon certains scientifiques, cet objet ne semble rien à ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Et selon eux, il ne s'agit ni d'un astéroïde ni d'une comète, mais plutôt d'un nouveau type d'objet interstellaire. Les chercheurs de Harvard Smithsonian de l'astrophysique estiment que l'objet est 10 fois plus long que large et serait de couleur rouge et noire, se déplaçant à 315 341 km/h. C'est pas rapide, pas à peu près, hein? Mais ici, à Québec, on a M. Robert Lamontagne, astrophysicien, qui est le coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Lui affirme avoir surveillé l'objet depuis environ 3 à 4 mois. Il ajoute que c'est le premier objet qu'il observe entrant dans notre système solaire dont la forme est telle un cigare allongé qui ressemble à un galet poli par l'eau. Ça, juste ça, c'est un élément assez particulier parce que personne nous a mentionné ça à date dans tous les scientifiques qui regardent l'objet en question. Mais à mon avis, pour en faire une telle description, un objet lisse est loin de ressembler à l'image montrée, qu'on sait vraiment que ce qu'on met sur Internet, ce qui circule sur Internet ou à la télé, l'image d'une roche faite en long, c'est vraiment pas ça. Ça a été fait par ordinateur, donc. Mais eux affirment que ça avait cette forme-là, lisse et comme poli. C'est assez spécial quand même. Il affirme aussi avec certitude que cet objet vient de l'extérieur de notre système de par sa vitesse tantôt lente, tantôt rapide, changeant de cap, comme si celui-ci serait contrôlé. L'hypothèse d'un astéroïde ou d'une comète a été pourtant écartée par certains scientifiques américains. On s'entend là-dessus. Il confirme aussi que cet objet est entré et est maintenant ressorti de notre système. Il se trouve maintenant à 28 millions de kilomètres de nous. Il serait donc moins visible par les télescopes. Bref, en ce moment, personne ne fait d'affirmation et personne ne veut non plus se tromper et je les comprends. Je vous rappelle que le mot OVNI est objet volant non identifié. Donc, il se peut, s'ils ne peuvent pas l'identifier, c'est donc qu'on peut dire qu'il s'agit bel et bien d'un OVNI s'ils ne sont pas capables de l'identifier. Personnellement, je trouve que pour une supposée sonde, c'est pas mal gros. Surtout s'ils ont réussi à voir que c'était lisse comme un galet poli. Ça ressemble étrangement au cigare ou au cylindre aperçu ici par plusieurs, dans les cas d'observation qu'on a ici un peu partout sur la planète. Mais la question que je me pose maintenant est, est-ce que ça aurait peut-être rapport avec le cas de plusieurs sites d'observation solaire qui ont été fermés récemment? Je ne le sais pas. Peut-être qu'ils ont voulu analyser ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont trouvé à date,
Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mes amis. Le fait que peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je pense qu'il y a un lien entre les deux, là. Parce qu'écoute, on ne ferme pas des stations comme ça pour le fun, là. Non, c'est ça, je trouve ça douteux. Je sais qu'il y en a un qui a été fermé pour cause de supposée pédophilie, là. Pédophilie, mais je trouve qu'ils ont fait toute une histoire pour pas grand-chose, pour peu de détails, en fait. Mais non, je trouve ça un très drôle d'addon, si c'est le cas, là. Ça veut dire qu'ils ont peut-être d'autres personnes qui ont capté cet engin-là. Je vais dire engin, mais objet. Ouais. Ils ont peut-être capté, ils ont peut-être vu clairement quelque chose que ça n'a pas été rendu public non plus. Je ne veux pas affoler personne là, non plus, là. Mais je sais que si ça serait le cas, je sais que ça peut créer une panique. Mais ça, c'est juste mon opinion personnelle. C'est ça. Faut dire. Je dis pas que j'ai... On n'aura pas plus de détails. Là. C'est ça, je n'étais pas là. Je l'ai pas vu. Puis personne d'entre nous trois ou que ben des terriens n'ont pas vu. On ne peut pas affirmer ou on peut pas en faire d'affirmation non plus, de confirmation. Mais avec ce que le monsieur, c'est quoi le nom, non, j'ai dit tantôt? Bon, ben, tu sais, l'objet est toujours là. Ils ont réouvert les centres d'observation. Oui. Oui, là, c'est ouvert. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont fermé sur le coup, je pense qu'on ne le saura jamais. Hein? Non, mais je trouve ça bizarre pareil que... En tout cas, ça c'est juste mon opinion, mais M. Robert Lamontagne, je recherchais le nom tantôt de ce que je voulais dire. M. Robert Lamontagne, lui, il affirme que ça avait une forme lisse, allongée, donc, et comme poli, comme un galet poli. Il y a absolument rien dans l'univers qui a cette forme-là qu'on connaît actuellement, là, et qui a une couleur rouge et noire. Exactement. Et j'ai lu aussi qu'il avait accéléré. Exactement. Il a changé de cap aussi. Il n'y a aucune restriction dans l'espace. Fait que il n'y a rien qui peut faire accélérer un objet, sauf s'il subit l'attraction d'un autre objet. Oui, ou des gaz. Mais là, il n'y en a pas été le cas. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Là. C'est justement. Mais il ne faut pas oublier non plus que les scientifiques ont trouvé plus de 5000 planètes, des exoplanètes, donc semblables à la nôtre, où la vie serait possible. Donc, alors, pourquoi écarter l'hypothèse que nos voisins peuvent nous rendre visite, en fin de compte? Parce que si nous, on en voit, là, non, mais tu sais, c'est ça, pareil. Puis, tu sais, non, mais tu sais, quand tu veux pas croire, ou que tu veux pas voir, ou que tu veux pas t'affirmer là, sur ces choses-là, il y en a qui vont croire, ils vont voir, mais ils ne croiront pas pareil. Même si tu le vois, tu ne le crois pas, parce que tu n'en crois pas de tes yeux, c'est normal pour bien des cas, là. Exactement. Tu sais, il y a des milliers de témoignages à la grandeur de la planète annuellement. Fait que j'imagine que sur ces milliers-là, il y en a qui sont vraiment véridiques, là. Ben oui. Donc, on est visité, ils viennent de quelque part. Ben oui, exactement. Il y en a qui, ça peut être une forme d'une autre dimension où on ne sait pas d'où ça vient. Exact. Il y en a que c'est probablement, peut-être même ici, déjà ici, on ne sait pas. On n'apporte que des théories parce qu'en fait, depuis le début, tout n'est que théorie jusqu'à temps que... Exact. Mais tu sais, comme l'engin au moi, je ne l'ai pas vu. Mon Dieu, un drôle de... Oui, c'est ici, dans le système, là, ce que vous entendez. Ne vous en faites pas. Mais, tu sais, on peut sortir plein de théories, mais on l'a mis celle-ci en fin de liste, un peu partout. Mais elle est toujours là quand même. Mais, je sais pas, si c'est un engin extraterrestre, mais encore là, il s'agit bien pour moi d'un engin extraterrestre, puisqu'elle ne vient pas de la Terre. Parce que, en fait, extraterrestre ne veut pas dire humanoïde, petit bonhomme vert ou petit bonhomme gris. Ça dit juste de l'extérieur de la Terre. Comme un astéroïde, c'est un objet extraterrestre. Exact. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas mélanger les mots non plus. Mais nous, en tant que terriens, on envoie partout des sondes, des engins. Pourquoi nos voisins du système solaire ne feraient pas la même chose de leur côté, en fait? C'est vrai pareil. Bien, je pense qu'on en est rendu là. Je regarde la Chine qui sont en train de finaliser la construction d'un immense radiotélescope. C'est pas pour rien, là. Exactement. C'est pas pour rien, je veux dire. Si tu es à regarder des exoplanètes qui sont à 100 000 années-lumière d'ici, c'est qu'à quelque part, quelqu'un croit que ça existe. Mais, tu sais, il faut arrêter de faire l'autruche aussi. Exact. Puis, il y a les scientifiques qui ont osé mentionner qu'il peut s'agir d'une sonde venue d'ailleurs. Ils ont été ridiculisés, pas à peu près. Puis, mais en fin de compte, s'ils avaient raison, il faut se poser la question. C'est pas possible. Puis, ben oui. C'est peut-être une épave,
on n'en sait rien. Je veux dire, on va attendre qu'il soit plus près. Ben, une épave qui est capable de changer de direction et d'accélérer, je pense pas que ce soit une épave. Puis lisse en plus. En plus. Vraiment, un débris, ça... Je sais pas. Le mystère est complet. Un mystère et boule de gomme. Mais comme on dit l'expression, les premiers seront les derniers. Qui sait, peut-être que, justement, il a été mis en bas de liste, mais c'est peut-être ça, le truc, en fin de compte. C'est probablement la plus plausible des théories pour l'instant. Parce que l'astéroïde et les tout autres ont été écartés parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ben, tu sais, juste par la forme de l'objet, habituellement, un astéroïde, ce qu'on connaît, nous, c'est une grosse roche. Une grosse roche. Ouais, sauf que là, il est 10 fois plus long. Oui, 10 fois plus long que large. Ça laisse supposer beaucoup de choses. Ah, il est lisse. Ben, tu sais, crime, il y en a qui envoient des cylindres ici. Exact. J'en ai vu un moi-même, là. Ça fait 2 fois que je vois ça. Un cylindre au-dessus de Sainte-Croix, en plus, comme par hasard, en plein jour. C'est anormal que... Puis je sais pas d'où ça vient. Et ça accélère sur un méchant temps, là. Le truc accélère sur un méchant temps, puis tu peux même pas t'imaginer que tu le vois là, stagnant, ça bouge pas, aucun son. Puis à un moment donné, pouf! Ça part, cette affaire-là. C'est d'une une vitesse extravagante là, que tu peux pas imaginer. Ouais. Mais bref, en tout cas, moi, ils l'ont mis en bas de liste, mais au moins, ils l'ont supposé que ça peut être ça. Déjà là, c'est une ouverture à quelque part. Moi, je fais des comparaisons. Si on compare à une centaine d'années, Jules Verne qui a écrit un paquet de romans qui se sont toutes réalisés, 20 000 lieues sous les mers, des choses comme ça, avant que ça existe. Mm-hmm. Puis de nos jours, on nous présente des films de science-fiction avec tellement de choses. Si on prend juste, je vais vous donner un exemple bien simple. Star Trek. Le fameux petit téléphone. Là, oui. On est rendu avec aujourd'hui, là. 45 ans plus tard. Mm-hmm. On est rendu avec aujourd'hui. Donc, on dirait qu'on nous prépare tranquillement, pas vite, avec certains effets, on se dirige vers un futur qui est à nos portes. Là. Mais la technologie est beaucoup plus avancée qu'on peut douter seulement. Parce que tu regardes juste le micro-ondes. Ça date depuis les années 45. Mais nous, on l'utilise dans nos maisons depuis les années 80. Exact. C'est pas ça a l'air... c'est 40 ans plus tard. Ouais. On utilise ça 40 ans plus tard. Donc, ils en font-tu des tests avant? Oui. Puis, la plupart des ovnis qu'on peut voir, peut-tu être aussi des essais? C'est fort possible. Bien des chances que ça peut être des essais. Toutes les possibilités qui sont devant nous. Là. C'est ça. Puis, un ovni, comme j'ai dit tantôt, c'est un objet qu'on ne peut identifier, en fin de compte. Moi, je suis d'accord au fait... Oui, il y a des essais militaires qui se font, même des essais, je te dirais même des essais au niveau privé, parce que je sais qu'actuellement, tu as des multimilliardaires qui sont, eux autres aussi, dans la course à l'espace, qui sortent plein de prototypes. Mais si on recule de 4-5 000 ans, on pourrait rester surpris de tout ce qui a été vu. Juste le temple, il y a un temple en Inde, où ce que dessus, il y a des vimanas. Exact. Sculptés, mais des vimanas, c'est un appareil volant, là. Et en plus. Tu sais? Là, mes horaires... On a été visités. Ah, ben ça, c'est clair. Puis des fois, il faut regarder plus proche qu'on s'imagine. On est là à regarder le nez en l'air, mais des fois, c'est à l'horizon que ça se passe. Exact. Parce qu'à date, c'est pas mal toujours ça, à moins qu'il soit au-dessus de ta tête, là. Mais c'est pas tellement souvent en haute altitude, parce que, tu sais, la limite, avant d'être capté, si je me trompe pas, c'est 2000 pieds. Passer 2000 pieds, les radars te pognent, mais à 100 pieds, 200, 700 pieds, 1000 pieds. Qu'est-ce qui dit que c'est pas en dessous de nos pieds aussi? Aussi. Ça aussi, c'est une autre théorie qui peut être intéressante parce qu'il y en a plusieurs qui voient des humanoïdes, mais ils ne voient pas l'engin qui suit. C'est ça. Donc, il vient d'où, sinon? Petit bruit de cricket. C'est parce que je ne l'ai pas. Je l'ai dans le système, mais je ne sais pas comment l'utiliser parce que je ne suis pas encore habituée à tout, même si ça fait depuis avril que... cricket! Mais bref, là, ce que je veux faire, tantôt, je voulais vous présenter mon invité, autre invité qui n'est pas en studio. C'est un enregistrement que j'ai fait en juin dernier avec Stéphane Drouet. C'est une interview que j'ai faite au printemps dernier, comme je dis, avec un psychopraticien neuroquantique, M. Stéphane Drouet, auteur du livre « L'intelligence quantique du cœur ».
C'est une agréable rencontre que j'ai faite avec cet homme-là. En fait, il a fait des recherches semblables aux miennes dans les mêmes directions. Il est allé dans la même direction que ma philosophie, avec ce que j'ai trouvé aussi au cours de mes recherches que je fais depuis 3 ans. Puis, je vais vous mettre ça tantôt. J'étais censée vous le mettre en début d'émission, mais là, étant donné que je me suis comme gourée dans mes affaires, j'ai un petit retard de 5 minutes. Pardonnez-moi. Mais bref, c'est pas grave. En attendant, on va jaser, puis je vais le mettre dans la deuxième demi-heure. Fait que n'ayez crainte, on va entendre l'interview avec Stéphane Drouet dans à peu près 10 minutes. Mais d'ici là, on va jaser encore un peu entre amis. En fait, tu sais, comme tu te souviens comme cet été, l'émission, pas cet été, c'est cet automne. Tantôt, j'ai dit que j'ai vu une forme cigare. Tu te souviens, on était en communication tous les 3, justement, sur Messenger. Et ce soir-là, c'est ce soir, il était à 5h15, en plein jour. Là. Moi, je voyais quelque chose de très lumineux. J'en ai parlé aussi la semaine passée. Je ne vais pas trop expliquer encore une fois et radoter les mêmes histoires. Mais la forme cylindrique, on était 5 à l'avoir vue. Je vous ai écrit sur Messenger en disant que ça s'en allait dans votre direction. Ré, t'es allé, toi, t'as sorti de la maison tout de suite, sous l'instant, et t'as fait ta propre recherche aussi de ton côté avec tes télescopes, puis go, ici, ton part. Oui. Qu'est-ce que t'as vu, donc? Je le sais ce que t'as vu, mais je veux que tu le dises. Mais ça a pris du temps, je veux dire. On se parlait via Messenger, puis là, vous me disiez, vous autres, bon, mais ça devrait arriver chez vous, d'après la vitesse, à peu près entre 20 et 25 minutes, puis tout ça. Ça a pris du temps, puis scanner le ciel, j'étais en haut de la montagne à Victoriaville. Je scannais le ciel avec mes jumelles pour essayer de trouver, puis de trouver, puis de trouver. Puis à un moment donné, ben, je sais pas si tu te souviens, mais je vous le disais, je vois rien. Oui. Puis à un moment donné, il y a un objet, il s'est fixé, carrément immobile. Ça ressemblait moi, ce que j'ai vu, ça ressemblait à un boomerang. OK. Un V. Oui, un V. Ça a resté là quand même assez longtemps, parce que, vu qu'on se discutait, puis à un moment donné, pouf, il a disparu. Puis tu l'as observé quand même assez longtemps, si je ne me trompe pas. Pas loin de 30 minutes. Donc, il bougeait pas? Non, pas du tout. Il y avait des nuages ce soir-là au loin, mais pas partout, parce que chez nous, il n'y en avait pas aucun. Moi, il y avait quelques nuages, mais très peu. OK. Le ciel était quand même clair. Je me souviens, je vous mentionnais les avions qui passaient au travers de ça, parce qu'on les voyait, là, j'y voyais clairement. Non, je veux dire, pour moi, c'était clair et net, là. Okay. C'est ce que j'ai vu. J'avais même un monsieur à côté avec sa tablette qui prenait des photos. J'avais demandé de me les envoyer. Je ne les ai jamais reçus, malheureusement. Ouais. Je pense qu'il ne sait pas comment envoyer des messages, mais c'est ça qui est arrivé ce soir-là. Oui. Donc, tu n'as pas réussi à trouver le monsieur en question? Non, je n'ai pas réussi à trouver le monsieur en question. C'est bizarre. Mais ce que j'ai vu, je l'ai vu. Ce que vous avez vu, vous l'avez vu. Le monsieur, c'était son premier revenu qu'il voyait en plus. Oui. Je m'étais avancé vers le monsieur. J'ai dit, avez-vous pris des bonnes photos avec votre iPad, puis tout ça? Puis il me dit, oui. Ben, j'ai dit, je vous laisse mon adresse email. Puis j'ai dit, envoyez-moi ça. On va les analyser, puis tout. Puis je les ai pas reçus, malheureusement. OK. Fait que c'était méchant à don. Ah, c'est bizarre. Oui. Là, pendant qu'on parle de ça, justement, j'ai reçu un message tantôt de mon amie Jenny Charveau de MUFON Québec. Présentement, ce matin, il y a un objet qui a été vu dans le coin de Sept-Îles et les Escoumins en matinée, donc je ne sais pas trop quelle heure, là. S'il y a des témoins de cette observation-là, ça serait bon que vous contactez sur la page de MUFON ou sur MUFON sur Facebook. Jenny, vas-tu le dire? Jenny va prendre vos messages en privé, justement. Il faut lui parler en privé, soit sur le site de Facebook ou sur le site de MUFON Québec. Ça a l'air d'être quelque chose de spécial, rarement vu, là, parce que si je me fie à la photo, le texte, je vais vous le lire, le texte qui est écrit. C'est un appel à témoins, objet à ce jour inconnu se déplaçant dans les airs, secteur étendu de cette île Bachelach, Escoumins, matinée du 10 novembre 2018. Donc, si vous avez observé quelque chose, contactez-les en privé. Ça serait peut-être pas pire, mais je suis sûre qu'il n'y a pas seulement qu'une personne qui peut avoir vu ça. C'est quelque chose d'assez lourd. C'est un cas lourd, apparemment. Mais j'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus.
mais ça serait quand même intéressant que ceux qui manifestez-vous ou écrivez-moi ici sur le texto à la radio. D'ailleurs, je vais vous le donner, le texto. Pour ceux qui veulent nous texter à la radio, vous faites le 581-500-1196 et vous pouvez nous parler aussi sur le site Zone Parallèle sous le poster de nos invités. Vous pouvez écrire vos commentaires ou vos questions. Et ceux qui ont été témoins de ce que je viens de vous parler, l'appel à témoins du MUFON, soit écrivez à MUFON ou écrivez-moi en privé. Il ne faut pas que ça soit mis public pour l'instant. Nous, ce qu'on va faire, je vais retransférer vos écrits à Gianni s'il y a quelque chose. Là, ce que je vais faire, on va aller à la pause un petit peu plus tôt, fait que je vais reprendre mon temps que j'ai perdu tantôt. Et après la pause, je vais vous faire entendre mon autre invité, qui est Stéphane Drouet, Arcoantis, ce qui va être très, très intéressant. Alors, ne quittez pas, on se revoit après la pause. Je sais pas si c'est la neige qui me fait travailler en cabochonne un matin. J'arrête pas de faire des erreurs à ce système. Aïe, j'ai l'air d'une débutante, ça n'a pas de bon sens. Bon, bref, je vous disais avant la pause, Stéphane Drouet. Pour ce qui est de Stéphane Drouet, c'est un homme super sympathique que j'ai rencontré. J'ai fait une interview avec lui. Je vous avais dit que je vous passerais ça cet automne. C'est dans quelques secondes que ça se passe, dès que je vais peser sur mon espèce de bouton. Alors, puis je vais vous revenir. Ça dure à peu près 24 minutes. C'est très intéressant. Je lui ai posé seulement que là-dessus, vous allez entendre la moitié de notre interview. L'autre moitié, on va la mettre sur Facebook, mais en vidéo, parce qu'en fait, c'est le son de la vidéo que je vais vous faire entendre. Et la vidéo entière, je vais vous la mettre au courant de la semaine sur la page de www.zoneparallèle.com que je vais aussi transférer sur Facebook ultérieurement. Mais tout ça va se faire dans le courant du début de la semaine. Alors, je vous reviens tout de suite après la demi-heure, presque demi-heure de l'interview. Vous risquez de trouver ça très intéressant. Mais notez aussi que quand je parle dans le micro, j'étais pas tout près. Fait que moi, quand je parle, ça va être moins fort. Le micro était surtout dirigé vers Stéphane. Alors, si vous entendez mal ma voix, c'est normal. J'étais comme derrière la caméra. Je vous mets ça à l'instant et je vous reviens après cette demi-heure-là. Stéphane Drouet, bonjour. Bonjour Carole. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et tu fais des conférences sur un peu, si je dirais, tu touches à la neuroscience, oui. Si je dirais, et la physique quantique. C'est ça, oui. De quoi ça parle? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire des conférences sur ces sujets-là? Y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte que tu as découvert via la science et la quantique pour en venir à ces conclusions-là que c'est... c'est un peu, je dirais, un événement qui s'est passé dans ma vie il y a à peu près 11 ans maintenant, okay. Où j'étais dans le sud de la France et j'accompagnais ma petite amie qui allait suivre un stage bizarre qui s'appelait un stage de méditation. Okay. Tu vois d'où je viens. Et à l'occasion, en fait, en suivant ce séminaire, on va dire, cet atelier, j'ai vécu une expérience qu'on pourrait qualifier d'état modifié de conscience. Okay. Et je suis passé, on pourrait appeler ça des réalités parallèles aujourd'hui, même en physique quantique, on parle de 12 dimensions. Oui, exactement. Alors bon, je pense qu'on en est au balbutiement, probablement qu'on en trouvera plus, mais bon, c'est déjà un départ. Et je me suis retrouvé en fait les yeux fermés pendant quelques minutes, alors c'est difficile d'y mettre un temps, c'est un peu intemporel, entre le rêve et la réalité qu'on partage tous ici, mais d'autres types de réalités qui n'étaient pas un rêve et qui en même temps étaient aussi réelles que celles que l'on vit en commun aujourd'hui. Tu vois ? Et donc, j'ai mis 8 ans avant d'en parler. Alors, tu vois, ça m'a vraiment troublé. Et en même temps, ça me permet d'être face à vous aujourd'hui parce que ça a totalement chamboulé ma vie. Et la question qui m'est venue spontanément après, c'est finalement, mais c'est quoi la réalité ? Parce que si d'autres réalités existent qui nous paraissent aussi vraies sensoriellement, émotionnellement, dans le corps, que celles que l'on partage tous ensemble, finalement, la réalité, c'est quoi, tu vois ? Et naturellement, les mois qui ont suivi, c'est la physique quantique qui a commencé à m'apporter des réponses, parce que celui qui pourra répondre à cette question de manière exhaustive, à mon avis, il n'existe pas.
Je pense que c'est vraiment, je dirais, un peu le chemin d'une vie, peut-être plusieurs si ça existe. Hein. Et puis derrière, naturellement, les neurosciences sont venues un peu se câbler là-dessus, parce que j'aime bien prendre cette image comme quoi finalement, un peu la cartographie qu'on a à l'intérieur du corps et de la tête, qui correspondent à des chemins par lesquels on passe en permanence à travers nos connexions neuronales. Hein. Ces chemins, si tu veux, ils déterminent notre façon de penser aujourd'hui, notre façon de ressentir, notre façon de désirer. Hein. Et on imagine qu'on peut changer facilement en fait ces chemins, et en fait c'est pas aussi simple que ça. Ça demande un petit accompagnement et puis de savoir comment tout ça fonctionne. Et ces chemins à l'intérieur du corps et à l'intérieur de la tête, en tout cas les différents cerveaux, finalement ils déterminent les chemins invisibles que l'on crée dans l'invisible, que j'appelle des chemins quantiques, hein, et qui vont déterminer finalement la probabilité qu'on a de vivre plus un chemin plus qu'un autre dans le tangible, dans la réalité d'aujourd'hui. Tu vois ? Donc finalement ça s'est fait un peu naturellement. Par la force des choses, et puis je me suis habitué à accueillir ce qui venait, et puis voilà, et puis la science m'a paru en fait un décodage qui ressemblait à d'autres, qui peuvent être plus ésotériques, plus spirituels. Moi je dis souvent que la physique quantique c'est la spiritualité moderne, pardon. Et ça me va bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut peut-être via ces lois un peu de neurosciences qu'on appelle la neuroplasticité, et puis ces lois de physique quantique, accéder à une compréhension de la vie en toute humilité qui peut-être va au-delà de certaines connaissances qu'on a aujourd'hui, plus basiques, je sais pas trop, hein. En tout cas moi c'est mon filtre, et ça me permet de vivre ma spiritualité à travers ce filtre-là. Donc je le vis plutôt bien, très connecté à la Terre à travers ces paradigmes scientifiques qui sont très avant-gardistes, on va dire, hein, par rapport à la science actuelle. Et en même temps, d'avoir une connexion très très forte avec l'invisible, avec quelque chose qui le dépasse, etc. Voilà, c'est ça qui me guide aujourd'hui. Est-ce que tu as fait des recherches côté scientifiquement parlant, je veux dire, pour en venir à ça aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi j'ai un fonctionnement qui est un peu particulier, comme nous tous d'ailleurs, hein, mais j'ai une dimension intuitive qui s'est vraiment développée au fil des années, et j'expérimente en fait ces lois scientifiques que je vois après dans des études, dans des ouvrages ou dans des magazines spécialisés. J'ai les informations avant de les voir justement dans, je dirais, je te dis comme je dis, des revues un peu plus spécifiques. Je les expérimente dans mon quotidien, d'accord ? Donc ça peut passer par des méditations, ça peut passer par des visualisations, ça peut passer par des synchronicités, ça peut passer par aussi des protocoles très particuliers qui me viennent intuitivement quand j'entends une musique. J'ai comme un scénario visuel qui arrive en fermant les yeux, et ça permet de construire une histoire et puis de transformer ces autoroutes à l'intérieur. Donc j'expérimente beaucoup la façon qu'on a de créer aussi sa réalité au quotidien à travers, je te dis, des visualisations, des respirations, des méditations. Et à travers toutes ces pratiques, j'ai naturellement des choses qui me viennent intuitivement sur la façon peut-être qu'a la vie de fonctionner à travers des lois que je retrouve plus tard, je te dis, dans des ouvrages. Et donc je croise toutes ces études en fait, ma pratique intuitive, ma pratique expérimentale, et c'est ainsi aujourd'hui que je propose une démarche. Tu en as des conclusions qui s'avèrent. Exactement, tout à fait. Donc moi ce qui est important, c'est justement de ne pas en rester aujourd'hui juste, je dirais, à des croyances uniquement scientifiques, et d'être capable de peut-être de les faire évoluer, de les faire vivre, de les rendre vivantes à travers les expériences que moi je vis au quotidien, dans ma pratique quotidienne, parce que pour moi la transformation passe par une pratique quotidienne, voilà, qui dure 1 heure à peu près tous les jours. Moi je suis d'accord à dire aussi qu'il y a des neurotransmetteurs qui viennent un peu du ventre. Oui, tout à fait. Il y a une communication certaine entre ces ces neurones-là, si on veut, pour s'en aller vers le cerveau, pour capter le signal. Parce que tu as parlé du livre Le cerveau du cœur, si je ne me trompe pas. Alors tu parles du mien peut-être, l'intelligence quantique du cœur, c'est ça, tout à fait, c'est le sujet. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on découvre petit à petit que le corps a une intelligence qu'on n'imaginait pas. Hein. On est de moins en moins dans cette séparation entre la tête et le corps. On est plus dans une unité globale qui est faite d'informations, d'énergie, de lumière. Tout ça, ce sont des termes de physique quantique. Hein.
Et l'idée qui était jusqu'à présent partagée comme quoi le corps était au service de la tête commence à s'inverser petit à petit. Parce qu'on se rend compte qu'on découvre d'autres cerveaux, par exemple celui du cœur, 40 000 neurones, celui du ventre qui est un peu plus connu actuellement, 200 millions de neurones, celui de la peau aussi, qui arrive, celui de la flore intestinale, je dirais le cerveau des bactéries, et puis on a le cerveau des fascias aussi, toutes ces sacs, ces membranes qui entourent nos organes, nos nerfs, et qui nous permettent aujourd'hui de, je dirais, communiquer de manière unique et unitaire à l'intérieur du corps. Nos fascias qui entourent toutes nos structures permettent justement à notre corps de fonctionner de manière, je dirais, synchrone. Et donc tous ces cerveaux aujourd'hui, qu'on voit qui ne sont pas juste l'apanage de la tête, remettent en question l'idée que l'information, quelque part, est uniquement monopolisée en termes de pilotage par la tête. Et on sait aujourd'hui que l'information, alors ça c'est vraiment une grande nouveauté ces dernières années, l'information va plutôt du bas à 90% vers le haut. Donc ça change pas mal de choses. Mais en fait, c'est les ressentis, parce que les ressentis, on ne les sent pas avec la tête. Ben non. Quand on a la peur, on dit on a la peur au ventre, donc ça vient du ventre. Ça vient du bas, oui. Mais justement, le ressenti qu'on a, je sais que ça vient d'ici, puis c'est ce que les recherches que tu as faites. C'est ça. J'ai fait des identiques, justement. Oui. Puis je me rends compte que, justement, il y a un petit quelque chose qui fit avec... Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est parti d'un paradigme qui est en train d'évoluer, comme quoi, finalement, les émotions nous pilotaient dans la vie, que les pensées en découlaient, mais en fait, on a oublié une dimension qui est vraiment unique et qui est essentielle, qui est celle du corps, qui est une dimension qui n'est pas émotionnelle uniquement, mais surtout sensorielle. Et que les émotions sont plutôt, je dirais, la jonction entre le corps et la tête, jusqu'aux pensées là-haut. Et que cette dimension sensorielle, en fait, elle est portée par des structures en nous qu'on ne connaît pas bien, qui sont des nerfs vagues, pas un seul mais deux. Donc c'est un grand nerf, en fait, qui relie tous nos cerveaux comme une autoroute, par lesquelles, finalement, toutes nos expériences, on les vit à travers, justement, ces structures neurologiques, ces structures neuronales. Et on n'a pas un nerf vague, et là c'est important, parce qu'on va parler du cœur, mais on en a deux. Et donc on a non pas un système nerveux, mais trois, dans notre corps, et chacun nous relie à la capacité qu'on a à ouvrir notre cœur plus ou moins. Un nerf vague qu'on connaît qui passe devant et qui permet vraiment d'ouvrir notre cœur, de nous réconcilier, de pardonner, de créer des liens avec les autres, d'avoir un visage plutôt souriant, épanoui, etc. Et puis on a un nerf vague qui n'est pas connu du tout au niveau mondial aujourd'hui, qui passe dans le dos et qui longe la moelle épinière, et celui-ci en fait il nous met plutôt dans la survie, dans le figement, dans le sentiment qu'en fait on est bloqué, on est impuissant, on a peur, on est frustré dans notre vie, tout ça on le vit dans le corps. Et ce nerf qui passe le long de la moelle épinière, qui n'est pas connu aujourd'hui, qui est le deuxième nerf vague, j'appelle comme ça, qui est un nerf vague dorsal, et qui vraiment réduit notre métabolisme dans le corps vraiment au minimum, le cœur bat vraiment au minimum. On est dans un espace de survie. Et je dirais la majorité des gens aujourd'hui a une dominante plutôt dorsale, c'est-à-dire que c'est ce nerf qui pilote nos vies. On a le sentiment de ne pas arriver à faire ce que l'on veut, de ne pas avoir de valeur, d'être impuissant, d'être nul, d'être bloqué, de ne pas avoir le choix. Donc c'est ce nerf qui pilote nos vies aujourd'hui. Et puis quand on arrive à dépasser ces problématiques, le nerf de devant, lui, il nous projette vers le futur, alors que l'autre nous maintient dans le passé. Et quand le nerf, justement, ventral prend le dessus dans notre vie, on est capable de créer une vie qui, a priori, nous correspond beaucoup plus. On est capable d'accepter aussi la vie qui nous propose des expériences, des défis au quotidien. Et puis on a un troisième système nerveux qui est plus lié, je dirais, à la réaction. Vous traversez une route et puis vous réagissez par rapport à, je dirais, un danger potentiel. Et celui-ci, il nous sert aussi beaucoup. Donc on a ces trois, je dirais, dimensions dans notre vie aujourd'hui, au quotidien, qu'on utilise en permanence. Et le cœur s'ouvre plus ou moins en fonction de ces trois routes. Voilà. Le battement du cœur, justement, de l'être humain. Oui. C'est différent un peu de l'homme et de la femme. Alors de l'homme et de la femme, là je ne pourrais pas te dire, à mon avis c'est assez proche, mais en tout cas naturellement le cœur bat à 120 battements par minute, ça c'est clair. Et en fonction des trois autoroutes dont j'ai parlé, de ces trois systèmes qu'on a en nous, des trois systèmes nerveux, eh bien on va avoir un battement qui va être modulé.
Donc le système qui permet de réagir aux défis de la vie, celui-ci nous fait battre à 120 battements. C'est celui qui est aux commandes, on va dire, au niveau du cœur. Le nerf vague devant, là, le ventral, lui, il permet de moduler et de réduire ce battement à peu près 50-80. C'est le battement, on va dire, classique du quotidien. Et puis celui qui est derrière, là, le dorsal, cette fois-ci, lui, il réduit à moins de 50 battements le métabolisme. Alors évidemment, on ne reste pas là-dedans en permanence. Mais quand, par exemple, on est figé dans une situation, on se sent sans choix, incapable de prendre une décision, impuissant et nul, le battement, en fait, il diminue encore. Ah oui. Ouais. Et donc, si on n'avait pas ce nerf devant, là, cette autoroute qui relie tous nos cerveaux jusque là-haut, qui module ces 120 battements, à mon avis, on ne vivrait pas très longtemps. Hein. Mais que penses-tu de ceux qui ont la crainte ou la peur, ou sont dans un endroit qui ne sont pas très à l'aise et on sent la peur, donc le cœur bat un peu plus vite à ce moment-là? Oui, c'est ça. Alors, soit ils sont dans la réaction en permanence, moi j'appelle ça l'hypervigilance, c'est-à-dire que si par exemple ils ont vécu le rejet ou l'abandon quand ils étaient petits, ils ont une petite structure au niveau du cerveau, une petite glande qui s'appelle l'amygdale cérébelleuse, qui n'a rien à voir avec celles qui sont là, au centre du cerveau, et c'est comme en fait c'est comme si on avait un sonar, tu vois, qui scrute un petit peu, je dirais, l'environnement dans l'invisible en permanence, et qui va essayer de détecter s'il y a un danger de rejet ou d'abandon qui serait là, à travers des réactions des gens vis-à-vis de soi, tu vois. Et on va focaliser juste sur ces situations au quotidien, et en fait, on va malheureusement ne pas voir énormément de choses. Donc, ils sont dans l'hypervigilance, et donc il y a un degré de stress dans le corps qui est plus important que la norme, parce qu'on a besoin d'un minimum de stress qu'on appelle le cortisol. Mais si au-dessus, si tu veux, tu as vécu une enfance où tu as eu le sentiment de vie dans le rejet, l'abandon, la terreur, la peur en permanence, tu vas avoir tendance à focaliser dans ton quotidien là-dessus. C'est des mécaniques au niveau du corps qui sont des mécaniques de survie. Et dans cette mécanique, forcément, tes battements du cœur vont être différents. Ils vont avoir tendance soit à être plus élevés quand tu vois du danger, tout à coup. Et puis quand tu te figes, là, ils vont commencer carrément à chuter. J'aime bien cet exemple pour un peu symboliser ces trois façons de fonctionner dans le quotidien. Alors évidemment, ça ne vous arrive pas tous les jours, mais c'est l'idée qu'en fait, tu traverses un quartier un peu sombre le soir, tu vois, et puis tu as quelqu'un, un homme qui sort un petit peu d'une rue et qui va te menacer avec un couteau, tu vois. Alors évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, mais la première action que tu vas avoir, peut-être, souvent, c'est essayer de négocier avec lui, de le raisonner, etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le système du cœur ventral qui va d'abord se mettre aux commandes. On va essayer de négocier et de le raisonner. Et puis si ça ne fonctionne pas, après, on va essayer de fuir ou combattre. Donc ça, c'est le système réactionnel que j'évoquais tout à l'heure. Et puis le dernier, peut-être qu'il va arriver en nous saisissant contre le mur et nous plaquer. Et là, c'est le dorsal derrière, le nerf vague dorsal, qui va nous mettre dans le figement, dans la sidération et dans le blocage du corps, comme si on était une statue de sel, tu vois. Et au quotidien, en fait, on vit ça en permanence. Et le cœur, il s'ouvre plus ou moins dans cette capacité à rayonner autour de nous. Donc l'idéal, c'est que le ventral, là, le devant, le nerf vague qu'on connaît le plus communément dans le milieu médical et dans le milieu thérapeutique, eh bien, il passe aux commandes de notre vie pour qu'on soit capable d'avoir, je dirais, un visage qui soit plutôt rayonnant, épanoui, et qu'on propose le meilleur aux autres autour de nous. Et en même temps, qu'on soit capable de créer des liens facilement avec les autres, qu'on soit capable de regarder notre histoire de vie en se disant finalement ce qui s'est passé m'a apporté plein de choses, même si c'était difficile, de se réconcilier, de pardonner. Et donc l'idée, c'est que vraiment cette autoroute-là se remette aux commandes de notre vie pour pouvoir laisser au cœur cette capacité à rayonner et à créer un futur qui nous corresponde. Crois-tu que la glande pinéale aussi a un lien avec tout ça? Alors la glande pinéale, oui, tout à fait, parce que... alors ça, on voit ça par exemple, je vais essayer de faire simple, mais on a des ondes cérébrales au niveau du cerveau. On passe par différentes phases toutes les heures et demie. Et notamment, on a des ondes cérébrales de haute fréquence qu'on appelle les ondes cérébrales gamma, qui sont au-delà de celles qu'on a là, actuellement en train de partager. On est plutôt en ondes cérébrales bêta, là. C'est pas qu'on est stupide, c'est juste les ondes cérébrales d'attention, on va dire. Et au-delà de ça, on a vraiment des ondes cérébrales de haute fréquence, à peu près entre 30 et 50 Hz, qui sont des ondes cérébrales qui nous permettent de passer en état modifié de conscience, peut-être de vivre des expériences mystiques, et en même temps
d'accéder à des espaces très très lumineux. Par exemple, quand tu dépasses la peur, le mur de la peur, hein, dans, par exemple, je sais pas moi, une expérience lambda ou une consultation thérapeutique, tu dépasses ce mur de la peur, bah, la peur, elle est vraiment au sommet des ondes cérébrales bêta, donc j'appelle ça du bêta++, les fréquences les plus hautes du bêta, qui mettent dans la peur, dans le stress, et quand tu dépasses ce mur de la peur, eh ben, tu passes en ondes cérébrales gamma derrière, et derrière, en fait, tu accèdes souvent, les gens disent, ben, c'est comme si j'avais accédé à mon âme, à un espace très très lumineux, où tout est chouette, intemporel, où je me sens vraiment très léger, etc. Et dans ces ondes cérébrales-là, la glande pinéale va générer une substance que je n'ai pas évoquée tout à l'heure dans mon expérience d'état modifié de conscience, qui s'appelle la diméthyltryptamine, donc la DMT, hein. Et c'est ce qu'on retrouve dans les plantes psychotropes, par exemple comme l'ayahuasca, le peyote, le tabac, etc. Hein. Et toutes ces substances-là, en fait, la DMT, elle est essentiellement sécrétée par la mélatonine, qui est sécrétée par la glande pinéale. Et donc, quand la glande pinéale vibre dans une fréquence plus haute que sa norme, eh bien, elle sécrète plus de DMT, et c'est là qu'on passe dans des états modifiés, avec le sentiment de vie, des expériences très très fortes, alors qu'on n'est pas dans cette réalité-là. C'est pas du rêve, c'est entre les deux, comme je l'évoquais. Et donc, quand on a un dosage de mélatonine plus fort, qui nous permet de dormir la nuit, mais là de passer dans des réalités modifiées, en ondes cérébrales gamma, on a un dosage de DMT qui est au-dessus de notre moyenne. Et là, au lieu de partager une réalité commune, on va passer dans des réalités qui ne sont pas partagées avec d'autres. Tu vois, hein? Et si tu veux, ben, là, notre corps, il est dans un espace un peu intemporel. Il sort un petit peu de la réalité d'aujourd'hui. Et ça, on retrouve ça, par exemple, c'est une expérience qui est fascinante dans l'expérience du saut quantique. Le saut quantique de l'électron, c'est cette capacité qu'a l'électron à changer d'orbite, en fait. Par exemple, quand tu as des prises de conscience très très fortes, tu sautes d'orbite, j'arrête. Non, je continue. Tu sautes d'orbite entre une orbite et une autre, et cet électron, en fait, quand tu as des prises de conscience, il va chercher de la lumière pour avoir plus d'énergie, pour vivre cette expérience de prise de conscience, tu vois, cet état modifié de conscience. Et quand justement, il change d'orbite, il passe dans le vide quantique, et il disparaît. Et nous, quand on a un excès, je dirais, de mélatonine et de DMT, eh bien, c'est comme si on disparaissait dans une microseconde, tu vois, et qu'on réapparaissait dans la microseconde qui suit. Donc, dès que finalement on passe dans ces réalités modifiées, c'est comme si on disparaissait puis on revenait avec de l'information nouvelle. Et d'ailleurs, celui qui avait mis au point ces expériences, qui est un neuropsychiatre qui s'appelle Rick Strassman, qui injectait de la DMT par voie sanguine, eh bien, les patients, les clients qu'il avait à l'époque, c'était des patients, une soixantaine de personnes, en fait, partageaient leur retour de cette expérience en disant qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Et ils ont vu des choses qu'en réalité, personne d'autre qu'eux voyait. Ouais. Il y en a qui ont parlé, qui ont vu des extraterrestres. Par exemple. Des fantômes. Voilà. On dit fantômes, j'aime pas vraiment le mot fantôme, on va dire plutôt entité. Ouais, des entités, ouais, tout à fait, avec lesquelles ils dialoguaient et qui leur donnaient des réponses à leurs questions inconscientes, souvent, hein, bien sûr. Il parlait d'une distorsion du temps aussi, c'est-à-dire que tout s'accélérait, c'est-à-dire qu'on vivait en 5-6 minutes, eux, ils avaient l'impression que ça durait peut-être des mois ou des années, hein, ou des heures. Donc on avait vraiment une distorsion du temps, et puis le sentiment de revenir à la maison. Ce sentiment très léger qu'on voit, de légèreté infinie qu'on voit dans les expériences de mort imminente. Exactement. La différence entre les deux, c'est que là, le cerveau est encore aux commandes, alors que dans les expériences imminentes, de mort imminente, en fait, le cerveau en fait déconnecte. Exactement. Hein. Donc c'est la seule différence entre les deux, mais on voit que finalement c'est assez proche comme expérience, et que il se peut très bien que dans quelques années, en interaction avec notamment les champs solaires ou le champ magnétique terrestre qui va évoluer, si tu veux, en fréquence, eh bien on ait un dosage en DMT qui va évoluer et qu'on soit capable d'accéder à des informations nouvelles dans des réalités parallèles. C'est totalement envisageable. Hein. Okay. Tu vois, oui, hein, parce que l'activité solaire en fait s'accélère, elle est de plus en plus dense,
Et on voit que dans les périodes d'activité solaire plus dense, le dosage de DMT est différent. Donc on accède à de nouvelles informations qui, à mon avis, permettent à l'humanité d'évoluer sur la Terre aujourd'hui. Donc, est-ce que les gens qui ont des ressentis beaucoup plus intenses que d'autres, ou qui ont des visions que d'autres n'ont pas, c'est ça. Ça aurait rapport avec... Oui. Par exemple, la schizophrénie pourrait être expliquée ainsi. Hein, c'est ce qu'a évoqué Eric dans ses études. Okay. Ça me paraît vraiment tenir la route. La schizophrénie, on a des personnes qui voient des choses que nous, on ne capte pas dans le quotidien, parce qu'on a besoin de partager une réalité commune pour pouvoir échanger entre nous. Mais eux, en fait, sont capables d'accéder à ces réalités-là et de voir des choses, d'entendre des choses, de ressentir des choses qu'on ne capte pas forcément nous-mêmes. Et donc, on a le sentiment qui sont peut-être l'objet d'une certaine folie ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est qu'ils ont un dosage qui est différent que pour nous, et que par moment, ils ont des distorsions en termes de réalité et d'espace-temps, et qu'ils accèdent à des informations auxquelles on n'accède pas nous. Tu vois ? Okay, oui. Hein ? Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, les drogues qu'on prend, on sait que le dosage de la DMT évolue aussi. Hein. Toutes ces drogues que prennent peut-être les jeunes ou les moins jeunes, etc. Bien sûr. On a des dosages en DMT qui sont différents. Et c'est pour ça que les gens, qu'on dit quand quelqu'un prend de la drogue qui contient une certaine dose de DMT, c'est ce qui fait que les gens vont dire halluciner. Oui. Les autres vont dire, est-ce que c'est vraiment une hallucination ou est-ce que ça permet réellement de voir des choses qu'on les autres ne voient pas? A priori, il semblerait que ce soit le cas. En tout cas, les études des années 90 semblent aller dans ce sens-là. Et j'ai participé il y a quelque temps à un congrès avec des chercheurs américains à Paris, auquel participait notamment Joe Dispenza, qui est un chercheur en neurologie assez connu au niveau mondial, et qui va dans ce sens-là. Et ce que je partage avec vous, il le dit aussi maintenant, à travers ses études à lui, avec beaucoup de, je dirais, de personnes qui se prêtent à ces expériences, et il parle justement du dosage de la mélatonine qui évolue en ondes cérébrales de haute fréquence, et avec un dosage de DMT qui est différent. Et donc d'accéder à des nouvelles informations et de revenir en se sentant beaucoup mieux. Les expériences d'ayahuasca vont dans ce sens-là. Hein. Exactement. Voilà. Et puis, mes petits invités d'aujourd'hui, c'est l'entrevue, comme je vous dis, on n'entend pas très bien... On entend surtout mais c'est parce que c'est l'enregistrement, en fait, d'une vidéo. J'ai juste pris le son de la vidéo et c'est pour ça qu'on n'entend pas aussi bien que si on serait en studio. Mais la prochaine fois que M. Drouet vient, justement, j'aimerais ça s'il est capable de venir en studio direct, ça serait encore plus plaisant. Mais toi, Ray, qu'est-ce que tu en penses un peu? J'ai trouvé ça super intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de termes techniques là-dedans qui étaient difficiles à suivre à certains moments donnés. Par contre, j'ai quand même aimé quand il a parlé de méditation, de synchronicité, d'harmonisation des vibrations. Là, il a parlé de 3 systèmes nerveux. Oui. Ça, j'étais pas au courant de ça du tout. Là, les 3 nervaques qu'ils appellent. Le système nerveux qui longe le système nerveux de la colonne vertébrale. Dans le fond, ça, j'étais pas au courant, pas du tout. Mais j'ai trouvé quand même... Je l'ai trouvé quand même logique dans ce qu'il explique. Il y a... comment je te dirais bien ça? Il y a une belle suite dans tout ce qu'il dit. Oui. Et je portais un petit peu à me ranger de son avis. Oui, il nous parle carrément de monde parallèle. Là, oui, carrément. Et de ressenti aussi. Hein? Mais ce que j'en retiens, ce que j'ai retenu en gros de ce qu'il dit, puis j'ai aimé ça, il a parlé de Hertz, donc de vibration. Oui. Ça s'harmonise très bien avec le sujet qu'on va parler tantôt. Ah, ben oui, justement. J'adore tout ce qui est vibratoire. Puis, je vais écouter moi aussi la vidéo, je vais l'écouter en entier. Oui. Parce que Et il explique, mais en même temps, fait qu'en vidéo, on voit les gestes qu'il fait. Moi, tu sais, il va expliquer, bon, ça se trouve à tel endroit, et il va pointer de quel endroit il parle. Exactement. Mais c'est encore plus facile à suivre. Mais je me devais de vous faire écouter ça parce que je trouve ça merveilleux, magnifique. Et Stéphane revient justement, il va être de retour au Québec entre le 28 novembre et le 21 décembre. Il va faire une petite tournée encore parce qu'il fait encore des
des conférences un peu partout à travers la province. J'ai d'ailleurs mis le lien sur le poster de mes invités d'aujourd'hui en commentaire. Donc, toutes les dates sont mentionnées, ainsi que les villes visitées sur le lien du site voxpopuli.tv. Là-dessus, là, Vox Populi, il y en a du stock. Quelqu'un qui sont intéressés à voir des conférences de tous les termes. Il y en a qui vont parler, justement, tu vas entendre parler tantôt, on parlait du Dalai Lama. Il y a des trucs dans ce style-là. Tu entends aussi tout ce qui est inexpliqué, tout ce qui est ésotérique. T'en as pour tous les goûts. C'est un site que je vous suggère sérieusement, le voxpopuli.tv, voxpopuli.tv. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Mais je vous rappelle aussi que ceux qui ont des questions à poser à nos invités, il nous reste 1 heure d'émission, ils peuvent le faire par texto ou en commentaire sur le poster des invités. Tantôt, Jean-François va se joindre à nous aussi après la pause. Je vous rappelle le numéro du texto qui est le 581-500-1196. Vous pouvez communiquer avec nous via Facebook sous le poster de nos invités. Alors, ce qu'on va faire, on va aller à la pause et on va en reparler un petit peu tantôt. On va effleurer un peu le sujet et ensuite, on va entendre le sujet très intéressant dont les invités en studio vont nous parler aujourd'hui. Alors, on se reprend tout de suite après la pause. Revenez-nous, ça ne sera pas long. On est de retour en studio. On a aussi Jean-François Primeau qui est en ligne avec nous. Jean-François, est-ce que tu es là? Hey, bonjour Carole. Tu m'as fait quasiment peur, oui. Je pense que j'avais mis trop le son trop fort. Ça va très bien. Raymond, tu avais quelque chose à dire aussi à un retour de pause. Oui, ben je voulais vous féliciter tout le monde pour l'émission de la semaine dernière avec Éric Tessier et Jean Morissette. J'ai trouvé ça super intéressant. Ben, merci beaucoup. Écoute, ça a été une belle émission. On a eu tellement de plaisir en studio. C'était si les auditeurs auraient pu être en studio avec nous physiquement là, pour voir, on avait un fun, mais noir. Là. Oui, pour rire, on a ri. Oui, on la sentait, votre complicité. Bien, c'est ça qui est le fun, en fait, de voir que plusieurs équipes peuvent faire un travail ensemble, se parler sans s'arracher la tête. Même si on n'est pas du même opinion, on est quand même des gens civilisés, là. Bien, ce qui fait qu'on arrive des fois à des déductions, c'est justement, si on avait toute la même idée, ça serait plat. Fait qu'un a une idée, l'autre a une idée. Quand tu mixes tout ça ensemble... On ne pourrait pas s'ostiner si tout le monde... Exactement. Si tout le monde pourrait mettre leur protocole, parce que c'est toujours aussi une question de dire, là, je pointe pas personne, mais tu sais, ce qu'on entend souvent, c'est moi j'ai un protocole, moi j'ai un meilleur protocole que toi, puis dans le fond, là, on est là pour prendre la donnée. Hein. Fait que c'est très important d'être capable de toute la gang de travailler ensemble. Tout le monde peut amener quelque chose lors d'un dossier. Et comme qu'on le sait, un dossier n'est jamais complètement fermé, spécialement en ufologie, parce qu'il y a toujours des éléments nouveaux, des témoins. Donc, tout le monde a sa place dans un dossier. Et en bout de ligne, on travaille toujours pour le témoin. Hein. Donc, il ne faut jamais oublier ça quand on fait une enquête. Nous, dans OVNI PQ, on pourrait se qualifier, nous autres, on est des alerteurs, dans le fond. On reçoit un témoignage, on l'envoie, moi j'envoie souvent à Éric Tessier, j'envoie à Carole Lauzé, Jean Morissette un petit peu moins parce que ça n'a pas donné. Non, c'est ça, ça n'a pas donné. C'est quelqu'un que je respecte énormément puis que je suis depuis une trentaine d'années facilement, dans le temps qu'il était avec un certain M. Bourbeau. Là. Mais, moi j'appelle le légendaire Jean Morissette. Exactement. C'est vrai. L'ancêtre ufologique. Oui, c'est comme le chasseur de comment il s'appelle, le chasseur de trésors, là, celui qui a le chapeau de cow-boy qu'on voit à la télé dans les films. Indiana Jones. Fait que c'est Indiana Jean. Le Morissette Jones. Indiana Jean. Oui, Indiana Jean.
Tantôt, tu disais que tu référais les cas, dans le fond, c'est un peu un genre de dispatch ufologique québécois. Ben, en fait, quand que je vais reprendre quelque chose que Raymond vient de dire, c'est que oui, en fait, quand il observe quelque chose, on se contacte en privé. Carole, check dans ton secteur, on a vu ça, et on fait l'inverse. Tu sais, on est comme des watchers à quelque part. Que je sais qu'il y a quelque chose que, comme ce qu'on a dit tantôt, c'est que si je vois quelque chose qui s'en va dans sa région, crime, c'est tout de suite, je le contacte, puis c'est de l'entraide. On travaille chacun de notre coin, on s'envoie des cas qu'on voit dans le cas présent, mettons, puis c'est ça que je trouve le fun. Des donneurs d'alerte. Oui, c'est ça, des donneurs d'alerte. Imaginez si tout le monde pourrait faire ça, là. Puis tout le monde ferait comme en Europe, comme dans les soirées de veille, tout le monde ferait un genre d'opération suricate, admettons. Mm-hmm. Ici au Québec, on ferait exactement la même chose, puis que tout le monde ferait ça. Dire, OK, ce soir, on fait mettons 4 fois par année, puis que tout le monde se logue en même temps pour faire une exploration du ciel, tout en synchronisme. Exact. C'est tellement cool, là. Jean-François, pendant que j'y pense, on ne fêtait pas tantôt. Cette semaine, tu me dis qu'il faudrait souligner des anniversaires. On en a 2. Je vais te laisser les dire. OK. Ben écoute, on peut pas passer à côté de ça. Puis regarde, Christian Page en a parlé. Tous les journalistes en font un peu leur gras de ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est un des meilleurs cas au Québec. Mais ça va faire exactement 28 ans, le 7 novembre de cette semaine, qu'on a eu l'observation de la place Bonaventure à Montréal. Donc, un des plus gros cas au Canada. Je dis le plus gros cas. C'est pas le plus gros cas, c'est le mieux documenté. Le plus connu. Le plus connu aussi. Parce que, on a eu la GRC qui était sur les lieux. On avait le SPVM qui était là. Bon, dans le temps, c'est un autre nom, là, parce qu'il y a eu une réforme au niveau de la police dans ces années-là. Il y avait aussi la Gendarmerie royale du Canada. Donc, c'est pas n'importe quoi. Là. On va le savoir aussi, il y a eu le journaliste de la presse qui a pris une photo. Après ça a été envoyé à Guinette Hines pour analyse. C'est un sous-traiteur de la NASA et c'était revenu. Il y a eu des débats sur les plateaux à en pu finir. Donc, c'est ça. C'est 28 ans aujourd'hui, jour pour jour, que l'OVNI de la place Bonaventure a eu lieu. Mais, dans le même mois, pas dans le mois de novembre, là, en général, on va compter aussi un cas super intéressant qui est le 20 novembre. Et le 20 novembre, on a quoi? Sainte-Marie de Mont-Noir. Et voilà, Sainte-Marie de Mont-Noir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce cas-là? C'est que, on va se rappeler que, Christian Page et François Bourbeau ont enquêté sur ce cas-là. Et on va se rappeler que, moi, j'aime un peu le comparer au cas de Valençol en Europe, c'est qu'il y a eu trace au sol. Donc, dans notre jargon, on appelle ça un RR2, donc une rencontre rapprochée de type 2, où est-ce qu'il y a eu un élément physique qu'on va pouvoir prélever. Donc, dans ce cas-ci, ce sont des plantes, en fait, le gazon du terrain de ces gens-là, qu'on a pu analyser et on a constaté qu'il y avait augmentation et modification du génome au niveau de la plante. Donc, moi, j'ai eu la chance de retourner à Sainte-Marie de Mont-Noir et l'année prochaine, ça va faire 30 ans. Donc, il faut quand même le souligner, ça va faire 30 ans de cet événement-là l'année prochaine. Et je vous réserve un petit test avec les échantillons de sol que j'ai prélevés moi-même à Sainte-Marie de Mont-Noir. Donc, mon but, c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui va pousser plus vite ou moins vite dans différents terreaux, disons. Donc, je vais me prendre l'année pour travailler là-dessus, puis je vais on se fera une émission spéciale ou quelque chose comme ça l'année prochaine, peut-être une conférence, puis on regardera ça tout en famille. Parfait. Qu'est-ce que tu as pensé, Jean-François, de la vidéo l'audio de la vidéo que j'ai fait jouer tantôt? Écoute, c'est beaucoup d'informations, mais encore là, j'ai comme l'impression qu'on redécouvre des anciennes choses du passé expliquées par la science. C'est pas nouveau, c'est là depuis belle lune, puis le scientifique commence à en parler, à dire, oui, il y a des choses
comme ça qu'on peut, qui est explicable, mais qu'on redécouvre spécialement en termes d'énergie. Tantôt, on parlait, il mettait le scénario suivant, on se promène sur la rue, et là, on se fait attaquer par une personne, et puis là, notre cerveau va réagir d'une telle façon. Et c'est drôle parce que on parlait aussi de l'euphorie, des autres dimensions. Et, bon, Carole, toi, tu as été pompière, donc tu sais de quoi je parle. Quand une personne qui a un traumatisme vraiment, vraiment grande, que ce soit un accident de voiture, une personne qui reste prise sous l'eau, puis qui est sur le point de manquer d'air, là, il y a toujours ce feeling-là ou dans le jargon, on appelle ça le syndrome de la deuxième personne ou de la troisième personne, tout dépendamment comment on l'appelle. Mais, tu sais, dire, j'ai vu un ange, ou mon ange gardien était avec moi, puis il m'a aidé à passer au travers, et puis je suis revenu de la mort, et il y a toujours cette entité-là, ou cette je veux dire, zone parallèle-là qui est alentour de nous dans cet état euphorique-là quand un incident très, très, très difficile se présente à nous, puis soit qu'on a un accident, ça peut être quelque chose de très, très, très tragique. Donc, encore une fois, on voit que le corps réagit par rapport à cette chose-là. OK. Et là, on va revenir à nos invités en studio parce que j'ai Josie et Raymond qui ont bien du stock à nous parler. Je trouve ça très intéressant et j'ai hâte d'en entendre. Alors, on va laisser aller Raymond, si tu veux bien, Jean-François, et on commentera de temps en temps. Ben ouais. Vas-y, mon Raymond, je t'écoute. On t'écoute. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous faire surfer un petit peu sur notre antiquité, notre histoire antique. Je parle de la planète Terre. Il y en a gros qui s'interrogent des fois sur les lignes de Nazca. Ils ont écouté ça à la télévision. Puis là, ben, si je regarde ce que moi j'ai vu à la télévision, ils nous ont mis ça là, très étrange, très ésotérique, dans le sens que, bon, ben, pour voir ces lignes-là, il faut passer en avion. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre là-dedans. Puis, autour de plusieurs de ces figures-là, ben, il y a des canals d'eau. Il y a des canals d'eau, justement, en dessous. OK. Eux autres, ce qu'ils faisaient dans ce temps-là, si on remarque toutes les figures de Nazca au Pérou, ben, il y a des oiseaux-mouches, il y a des singes, il y a des... C'est ce qui entoure leur culture, dans le fond. Je dis pas que c'est pas adressé à extraterrestre, là, si on peut dire de même, ou à quelque chose vu du ciel, c'est vrai. Mais les figures qu'on voit dans la plupart des cas, c'est des animaux reliés à leur culture, la moisson, les choses comme ça, un singe, un oiseau-mouche. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Où est-ce que le mystère persiste, par exemple, où est-ce que j'ai aucune explication, puis j'ai eu beau regarder et lire des tonnes d'ouvrages là-dessus, c'est quand on voit une piste d'atterrissage vue du ciel. Ça, je me l'explique pas, comme être humain à date. C'est quoi? Mais à 10 000 pieds d'altitude, lorsqu'on regarde certaines lignes de Nazca, à part les petites figurines, oui, il y a vraiment une piste d'atterrissage. C'est facile à retrouver sur Internet. Vous avez juste à faire ligne de Nazca, puis vous allez le trouver tout de suite. À quoi que ça pouvait servir, mais surtout, comment ils l'ont construite, parce qu'elle est construite sur un terrain en granit. C'est bizarre. Hein? C'est assez spectaculaire. En granit. Et non seulement ça, c'est bien que tu soulèves cette question-là, parce que première des choses, le sel qui a été pris pour construire ces immenses glyphes sur le sol ne provient pas de la strate géologique du secteur, première des choses. Deuxième des choses, il faut se poser la question, comment que, tu sais, quand on met du sel par terre ou on met du sable à quelque part, le vent, les tempêtes, à un moment donné, ça disparaît, ces choses-là. Exact. Pourquoi est-ce que c'est encore là aujourd'hui? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Et il ne faut pas oublier que c'est vrai que non seulement on observe des formes, des humains, des oiseaux-mouches, des singes, mais il y a aussi effectivement
des lignes complètement droites qui se croisent, qui sont super grandes, des milliers de kilomètres qui s'entrecroisent. Et il faut aussi ne pas oublier que le plateau de Nazca est complètement flat. C'est comme si on aurait coupé une montagne mais dans son milieu, puis on aurait poli la surface pour dire, ben écoutez, tous les gros vaisseaux, ben là, je m'amuse, là. Oui. Mais c'était conçu pour recevoir quelque chose de l'eau. Donc, il n'y a pas de relief réellement dans ce secteur-là. C'est comme si la montagne aurait été complètement coupée, vraiment très, très, très flat pour accueillir quelque chose de très grand. Donc, et puis il ne faut pas oublier aussi qu'avec la dernière trouvaille, les fameux aliens qui ont été trouvés par le groupe le NASCO, je me rappelle, c'est le Alien Project, c'est appelé ça sur YouTube. Il y a un Français, Thierry Jasmin, excuse-moi, qui a trouvé des êtres. Là, c'est sûr que là, bon, il y a des gens qui vont dire que c'est un hoax, il y en a d'autres qui vont dire non, c'est vrai. Au départ, cette personne-là se dit de bonne foi. Et là, pour dire, ben écoutez, nous, on veut faire des tests pour prouver que c'est un fake, puis finalement, ben tout tombe vers l'autre bord. Donc, on a trouvé ces momies-là avec des très, très grandes phalanges sur le plateau de Nazca. La chose douteuse là-dedans, c'est qu'effectivement, la personne qui a trouvé la première avant de les transférer à M. Thierry, il n'y a pas un très, très gros background. Il n'y a pas un très bon background. Hein. Ça sent un peu la fraude là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a un doute au niveau de cette trouvaille-là. Mais si cette trouvaille-là se dit fondée et correcte, non seulement on a trouvé des êtres, on en a trouvé plus qu'un, ça serait des momies. Donc, ça viendrait rajouter aux lignes de Nazca au Pérou tout ce qu'on pensait sur les dernières années, ça soit extraterrestre, en fait. Ou ça parle d'une civilisation disparue avec une connaissance immense. C'est pas quand même passionnant, là. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le mythe, c'est pas les mythes, mais il y avait des rituels reliés à ça, là. Rituel, tu veux dire quoi? Les gens, c'était un rituel pour eux de marcher, puis ça sur cette piste-là? Oui, c'est ça. OK. Non, j'ignorais. Il y a des rituels aussi, là. OK. Oui. Ça a fabriqué ces formes. Tu te rappelles qu'à je t'ai envoyé cette semaine un petit reportage sur les fameux Néphilim de la Bible avec les fameux crânes allongés. Ouais. Et il faut quand même se rappeler qu'on en a trouvé à Nazca de ces crânes-là. Maintenant, il y a des gens qui disent que c'est du cranial boarding, hein, comme on dit en anglais. C'est que ces gens-là, pour imiter leur dieu, les femmes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on prenait les bébés, hein, parce que quand on est bébé, le crâne est beaucoup plus maniable. Oui, mais on le serre à la tête. Exact. Mais ma question à ça, c'est pourquoi? Pourquoi faire ça? Puis là, on nous dit que c'est pour imiter des dieux. Ah gadon. Gadon, certain. C'est intéressant comme piste. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Et puis, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que l'humain a une certaine disposition au niveau des sutures crâniennes. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui sont humains, mais il y en a une bonne batch qui en ont juste une ligne, ou même 4 lignes au niveau de la suture crânienne. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre aussi. Avoir un bébé avec une tête d'œuf, ce n'est pas comme ça, là. Exact. C'est toi-même qui la forge, en quelque part. C'est ça, mais là, c'est parce qu'on avait un problème au niveau scientifique, là, parce que là, on dirait que c'est une maladie, c'est une mauvaise formation. C'est vrai dans 1 sur, admettons, 100, mais quand on a 25 jusqu'à 45% de ces sutures crâniennes-là qui sont dans la population, moi, j'appelle plus ça une erreur génétique. Moi, j'appelle ça quelque chose de volontaire. Et encore là, on va confirmer ça avec le temps. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je veux dire, si on a un cas, comme tu dis, un cas sur 100 ou un cas sur 1000, oui, on peut parler de malformation génétique. Mais quand là, on vient de tasser aussi tout ce qui est culturel. Là, parce exact. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont été modifiés avec leur crâne, avec cette cérémonie-là, mais faut pas repousser, il faut pas oublier qu'on a d'autres crânes
sont en exposition qu'on ne veut pas étudier parce qu'on ne serait pas capable de les expliquer, et c'est malaisant pour la communauté scientifique. Exactement. Tu sais, les scientifiques, il ne faut pas se leurrer, là. Si on parle à bon petit Québécois, là, ils mettront jamais une vérité qui pourrait mettre en doute le milieu scientifique. Ça, je vais être clair là-dessus. Là. Il n'y a pas un scientifique... Ça dépend quel. Là, c'est sûr qu'au niveau de l'astrophysique, bon, on l'a vu tantôt, depuis une couple de mois, là, même moi, je suis surpris à quel point que l'ouverture scientifique se propage tout d'un coup avec ces choses célestes-là. Ces objets célestes-là qui voyagent dans notre espace, notre univers. Et là, c'est correct maintenant de dire, peut-être que c'est extraterrestre, et au moins il y a une ouverture d'esprit. Maintenant, ce qui est du darwinisme et de re-raconter l'histoire de l'humanité, je pense qu'on va passer au dessert l'an pas long. Mais ça va prendre un certain temps. Mais ça, on va en avoir tellement d'autres temps pour parler de tout ça, parce que c'est tellement vaste. C'est parce tout que ça. De nos jours, communiquer est rendu tellement facile ça commence à être difficile de cacher. Exact. Ah, ça, c'est vrai. C'est un bon point. Avant, il n'y avait pas ça, Internet. Hein? Avant ça, c'était des milieux fermés, puis c'était entre eux autres. Aujourd'hui, communiquer, c'est relativement ce qu'il y a de plus facile. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais nous parler à part la piste, ou parce qu'il reste à peu près une demi-heure à l'émission? Oh oui. OK, vas-y donc, lâche-toi lousse. J'en ai En passant, vous avez des salutations de notre ami Daniel Beauchamp qui nous écoute en direct. Bonjour, salut, mon Daniel. Bonjour, Daniel. Bon. C'est fait, Daniel. Okay. Hier, j'ai parlé à une dame qui s'appelle Josée Laplante. Oui. Qui, elle, gère un site ils sont en haut de 100 000 là-dessus. C'est un énorme site qui parle justement de choses comme ça. Puis... bonjour à Josée en passant. Ben oui, bonjour Josée. Je ne sais pas si tu nous Josée. écoutes, mais un gros bonjour à toi. Elle est allée visiter la pyramide de Gizeh. OK. Oui, elle était à l'intérieur. Puis... ce que j'en ai retiré de notre conversation, qui a été très, très intéressant, on parle de gigantisme. C'est gigantesque. T'es petit quand t'es devant ça. Puis on parle d'une pyramide de 4500 ans, je pense, le Gizeh, là, ça frôle là-dedans. Puis ils sont même pas sûrs, c'est peut-être plus vieux que ça. Puis j'ai demandé à Josée, toi, tu l'as vu, tu y as touché, tu as rentré dedans. Ça a-tu été fait par du monde? Avec des petits rondins de bois, puis des lanières de cuir, puis 100 000 esclaves qui ont tiré sa pierre pour la monter. Écoutez, il faut le dire, là, c'est 140 mètres de hauteur. Mais là, hein? Mettez ça à pied, là, pour... c'est haut, là. J'ai un petit peu de misère à croire ça, moi, des tonnes de roches. C'est haut. Juste, elle me disait hier, puis ça, écoute, moi, je le savais pas. Elle dit, à un moment donné, tu montes dans une salle par un couloir, t'es penché, parce que c'est pas haut. Puis là, tu arrives dans une grande salle. Elle est énorme, la salle. Puis le plafond, c'est une pierre. C'est une pierre. Ah, ouais. Une pierre. Imaginez-vous le poids de cette pierre-là, qui, en passant, est en granit. Le poids, il doit frôler le 150-200 tonnes. Là. C'est énorme. Là. Mm-hmm. Je sais pas comment que quelqu'un ou plusieurs personnes ont pu assembler ça. Je ne sais pas si... Ils ont calculé, présentement, il nous faudrait... Nous autres, on a quand même des grosses structures ici au Canada, là, en termes de... À moins que je me trompe, là, on a évalué à un minimum de 8 grues pour être capable de soulever un bloc de la pyramide? Pas de la pyramide, mais des anciennes civilisations, là, si on regarde au Liban, excusez-moi. Ouais, il y a un gros bloc qui est vraiment énorme. Tu parles de Baalbek, à côté du Liban? Exact. Ouais. Exact. Est-ce que tu parles des obélisques? Non, c'est un ancien site, en fait, à Baalbek, au Liban. C'est un ancien site grec, si je ne me trompe pas. T'as encore les poutres. Il y en a debout, il y en a cassé à terre. Oui, j'ai vu. Je l'ai peint, tu vas le voir dans mon salon, mais que tu viennes chez nous tantôt. Je l'ai juste. C'est pour ça que je sais de quoi tu parles.
Et j'essaie aussi dans ma tête, là, j'essaie de comprendre comment que ça, c'est possible. Et dans le cas des pyramides de Gizeh, c'est non seulement le site qui est axé sur les étoiles, hein, tout le monde s'enligne pour dire que c'est vraiment une copie conforme de la constellation d'Orion. Exact. Mais l'immensité de la chose, nous faudrait, même nous, quelques grues pour être capable de lever un bloc. Savez-vous comment il y a de blocs? Savez-vous comment il y a de blocs sur la pyramide? Juste la pyramide de Gizeh? Non. 2 millions. 2 millions? Il y a 2 millions de blocs. Aïe, aïe. ça comprend les murs qu'il y a à l'intérieur. Oui. Toutes les... Et c'est 2 millions de blocs, là. Aïe, aïe. C'est quelque chose. Elle a été construite, juste un moment, elle a été construite sur 20 ans. Donc, il faudrait mettre en moyenne un bloc à toutes les 20 minutes. Non, mais 20 ans? Oui, elle a été construite sur 20 ans, Gizeh. Où tu as vu ça? Ils ont évalué ça. OK, ils ont évalué ça. Ils ont évalué qu'elle a été construite sur 20 ans avec X nombre de... Mais il faudrait mettre un bloc à toutes les 20 minutes. On parle d'un bloc de 50 à 100 tonnes chaque, là. Mais là... Moi, je leur demanderais de venir au Québec puis d'arranger nos routes. Ils sont capables de faire ça. Mais raciste de même, là. Venez vous incite, faites de quoi? Écoute. Il y a eu beaucoup... Chose, là, au bloc aux 20 minutes, là. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au niveau des pyramides, que c'était des centrales énergétiques, des centrales électriques. J'ai appris hier qu'il y a eu 2 pyramidons. Le pyramidon, là, ça se trouve être la pointe de la pyramide. Okay. Il y a eu un pyramidon qui était doré, on pourrait presque dire en or. En or, oui. Que lui... On ne le voit plus. Il a probablement été enlevé de là. Il a été remplacé par un pyramidon, probablement en granit, j'imagine, qui a tombé avec le temps, qui a été ramassé, que lui-ci non plus, il n'est plus là. Ben, c'est qui le cave, hein, qui verrait quelque chose en or, qui n'essaierait pas de le ramasser. Peut-être que je n'apprends pas grand-chose à grand monde aujourd'hui en disant que tu as des canaux là-dedans, puis c'est fait pareil comme une pyramide, en réalité. C'est une énorme batterie. Faut le dire comme ça. C'est une énorme batterie. Tu as des conduits dans lesquels, si tu verses telle chose, puis dans l'autre, si tu verses telle chose, tu as des chambres de résonance là-dedans, la chambre de la reine, la chambre du roi. Ils ont toutes chacune fonction. Puis, si on mettrait en marche une pyramide, probablement qu'elle générerait énormément d'électricité. Énormément d'électricité. C'est des centrales. Faut pas se c'est drôle que tu me dises ça parce qu'au départ, faut pas oublier que la pyramide, là, maintenant, est comme tout effritée, mais à son apogée égyptienne, elle était tout blanche, tout polie. Et puis, c'est drôle de voir que les Égyptiens étaient beaucoup axés sur, encore une fois, la fréquence, la vibration, la guérison. Et c'est quelque chose que toutes les civilisations ont. D'ailleurs, j'avais envoyé cette semaine à Carole une conférence de quelqu'un que j'adore vraiment beaucoup, Michel Tellinger. Et puis, dans le fond, lui, c'est un archéologue qui travaille en Afrique. Et puis, il est en train d'esquiver ce qu'on appelle le Adam's Calendar. Bon, c'est pas en train d'être fait, c'est déjà fait, là. Mais c'est en Afrique. Et puis, j'imagine que tout le monde sait c'est quoi un honeycomb, là, la céréale honeycomb. Et puis, c'est une genre de petite alvéole là, d'abeilles. Mais en Afrique, c'est plein. Et ça recouvre quasiment toute la région. Et puis, en son milieu, il y a un genre de mini Stone Age qui vient d'être découvert. Et puis, la particularité de ça, c'est que les chamans disent que c'est le berceau de la civilisation, ce que l'homme a été créé. Et quand on se réfère au mythe sumérien, c'est exactement là où les Anunnaki nous auraient créés quand ils sont arrivés sur la Terre. On faut connaître un petit peu le sujet pour comprendre. Oui. Mais encore là, la particularité de ces pierres-là, et encore une fois, sont toutes linkées sur Orion, c'est que la sonorité de la pierre ne provient pas de là, encore une fois, et ils ont une particularité super intéressante, c'est que elles sonnent comme des cloches. Quand on tape les deux roches ensemble, ça sonne comme une cloche, et on pense, en tout cas, eux pensent que tous ces petits compartiments-là, au pire, j'envoierai un lien pour le mettre sur le site de Zone Parallèle, c'est que tout sonnait en même temps, et c'était un amplificateur. Donc,
quand on parlait de micro-ondes pulsées tantôt, quand on regarde le générateur de ça, à quoi ça ressemble? Un petit honeycomb. Donc, on commence à faire des liens. Là. C'est le fun. Oui. Là, je ne vais pas vous couper votre fun, les boys. Il va falloir qu'on retourne à la pause. Okay. Il nous reste une petite 30 minutes à l'émission. Ben oui, c'est ça. La vie est ainsi faite. Que veux-tu? Alors, ne quittez pas. On vous revient tout de suite après. On est de retour avec Raymond Blais d'OVNI PQ en studio avec Josie Lévesque et ainsi que Jean-François au téléphone. Alors, pour continuer, est-ce que tu voulais parler, Raymond? Vas-y donc, voir, parce qu'il y a d'autres choses. Il y a tellement de choses de ce dont tu veux qu'on parle, justement. Ouais. Je ne sais même pas si on va avoir le temps de couvrir toute l'émission. Il y a un sujet qui me tenait à cœur que je ne parlerai pas aujourd'hui parce que je manque encore un petit peu de connaissance de ce sujet-là, que je vais essayer d'approfondir. Ça, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça que Josée Laplante soit là aujourd'hui pour nous en parler, parce qu'elle connaît le sujet. En tout cas, elle m'en a parlé hier, puis j'ai trouvé ça... C'est la loi de 1. Bon, regarde, Josée Laplante, tu nous entends? Tu dois venir. Tu dois venir en studio avec Ray et Josie à un moment donné. On va se céduler ça peut-être décembre ou janvier. Alors, tu contacteras... vous vous reparlerez. C'est sûr que moi, je veux en savoir. Je sais de quoi un peu à quoi ça ressemble à ton truc de 1, là, mais oui, ce serait intéressant que ce soit quelqu'un qui connaît pas mal le sujet. Parce que la loi de 1, dans le fond, ce que j'ai cru comprendre un petit peu là-dedans, c'est la forme, le corps et l'esprit qui servent à faire bouger, atteindre des vibrations X, qui auraient probablement pu servir à justement prendre certaines pierres et les entasser une par-dessus l'autre pour construire des pyramides, des choses comme ça. Ben, tu sais, c'est la loi de l'univers aussi. Hein, exactement. Hein? Parce qu'en fait, on est un. On est tous un. On fait toute partie de la même Moses de place. Même si on se dit extraterrestre, là. Mais je veux dire, on fait partie quand même du même lieu. On n'est qu'un. Et c'est extrêmement insoupçonner les pouvoirs que notre cerveau peut faire, et c'est pas seulement que notre cerveau, mais nos propres énergies. Si on communique avec les énergies de quelque chose en face de nous et qu'on peut faire bouger quelque chose juste par la pensée, ça en est un autre. C'est comme une forme de télékinésie. C'est peut-être comme ça aussi que ça a été fait. T'sais, on ne sait pas. On suppose, on jase. Oui. Mais on jase, mais des fois, quand on jase, on vient à bout de peut-être trouver des trucs plausibles. Oui, et là, j'arrête de t'interrompre. Ah non, tu ne m'interromps pas, j'aime ça t'écouter, c'est correct. On va parler OVNI. Oui. Je pense que ça intrigue beaucoup de monde. Oui. Il y a beaucoup de monde qui y croit, puis il y en a qui trouvent qu'on est flyé un petit peu sur le sujet. Je m'en balance. Moi, je crois pas à ça. Hey, toi, là, je raccroche ton piton. Un jour... Mais un jour, il y a quand même pas si longtemps que ça. On peut reculer d'environ 2 ans. José, tu me le diras si je me trompe. On avait pris une carte d'endroits. Moi, je parle juste Québec, là, la province de Québec. C'est pour ça qu'on appelle ça OVNI PQ. Là. Bon, on a pris une carte où il y a eu des observations d'OVNI. On a mis des petits points sur une carte. Puis après ça, on a mis des petits points sur une autre carte où il y avait des phénomènes paranormaux. OK, tu parles d'entités, fantômes. Entités, fantômes, des choses qui ont été vues bizarres, mais à part. On a superposé les 2 cartes. Hein, José? Oui. On est venu les yeux ronds parce que ils étaient pratiquement identiques. Exactement. Dans les mêmes secteurs. Les mêmes spots. C'était pareil, c'était flagrant. J'ai fait le même constat que toi. Ah ouais? Que vous autres, oui. Parce J'ai une question. Ben oui, donc. Y a-t-il des failles géologiques?
Ben, tu viens de me couper l'arbre sur le pied, Jean-François. Oui. J'allais le dire. Oui, il y en a. C'est Gilles Thomas, genre, en invité. Ben oui. Sur l'épaule, puis qui me dit « Posez la question. » Ben oui, mais pourtant, Gilles Thomas, c'est de Gilles de ODH TV qu'on salue en passant. Mais oui, non. C'est zut. En fait, oui, en 2014, j'ai fait ce constat-là, le même constat que Ray vient de dire. Oui, il y a certaines failles, et beaucoup de failles d'ailleurs à Sainte-Croix, comme par hasard, qui est un lieu avec beaucoup d'observations. Et la carte que tu mentionnes, si je me fais à la carte aussi, la carte que tu as dit, on avait fait le constat justement avec la carte du Garpan pour les ovnis. C'est exactement ça. C'est ça. Et la carte que vous autres avez faite, c'est vrai qu'elle est identique. Oui. Très identique. Côté énergie, là. Oui. Toi, tu es le bord du fleuve. Hein? Oui. Carrément. Mais c'est ça que j'aime dans le travail d'équipe, quand quelqu'un te passe une information que tu vas jumeler avec une autre information. Les pièces, puis là, tu te mets à en parler avec le monde. Puis, tu sais, ceux qui sont là-dedans, c'est le fun. C'est le fun. Moi, ça me fait plaisir de vous dire qu'il y a une relation entre les entités puis les phénomènes ovnis. Puis, écoutez, il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est des données que vous autres, le public, vous nous amenez. Puis les enquêteurs ont été sur place. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. C'est des données que le monde dit s'il se passe des phénomènes X, des phénomènes étranges. On mixe les deux et il y a de la concordance. Quand il y a de la concordance, c'est ça. Quand c'est à se parler, justement, le partage d'informations que je prône depuis le début et que je dis arrêtez de garder pour vous autres vos cas, quand on est capable de faire un lien entre chaque dossier, c'est ça qui fait avancer les choses. C'est plus facile de les élucider, justement, ces dossiers-là après. Exact. Avec le partage d'informations. Moi, j'ai 3 cas. Moi, je les appelle les cas de la 955. J'en ai vu 3 sur la 955. Ben oui, c'est vrai. 2 qui longeaient la ligne électrique sur le long de la 955 entre l'autoroute 20 puis Victoriaville-Warwick, là, dans ce coin-là. Puis dernièrement, là, j'ai réussi à prendre une photo que moi, je juge exceptionnelle. Là. Mais oui, ça fait 3. Ça fait 3 en quoi? À l'espace d'un an et demi, à peu près, un an et demi. Que je relève là, puis... Tu vois, vous autres, vous avez la 955, nous autres, on a le rang 2. Je dis le rang 2, le fleuve, en fait... Il y a un paquet d'histoires dans la province de Québec. Je me souviens quand j'étais jeune, j'espère que Céline, ma soeur, t'écoute, parce que, tu sais, on vient de Grand-Mère. Notre ville native vient de Grand-Mère. Okay. Et je me souviens, début des années 70, on parlait, il y avait eu... un genre d'article quelque part qui disait qu'il y avait eu un amérissage d'ovnis pas loin du pont suspendu de Grand-Mère. Ça s'est parlé, en tout cas, pour ceux qui ont mon âge ancestral, ils s'en souviennent. Puis, il y avait eu, il paraît-il, moi, j'ai jamais vu, là, mais il paraît-il qu'il y avait eu deux personnes retrouvées mortes avec les cheveux comme blanchis. Ah, comme quand on meurt de peur. Exactement. Là. Ils disent ça, qu'on retrouve ces personnes-là, les cheveux viennent gris, gris-blanc. Là. On appelle ça les cheveux blancs, mais en réalité, oui, tu as raison, c'est des cheveux gris-blancs. Un peu comme quelqu'un de poivre et sel. Oui, tu perds ta couleur. Je veux juste une petite parenthèse rapide. Non, vas-y. C'est drôle que tu me mentionnes ça parce qu'il y a beaucoup de cas, on s'opporte sur le document 411 qui était en fait des disparitions d'enfants au niveau proche des lignes canadiennes, début américaines. On compare aussi avec les observations de Sasquatch et les enlèvements d'enfants liés au Sasquatch et ceux qu'on a retrouvés. Je te dirais que 6 personnes retrouvées. Et ça, je vais vous donner le lien 411 pour les gens qui sont intéressés. Les cheveux, les gens sont retrouvés à des kilomètres, sans aucune explication, nus, dans un état de transe, et quelques-uns d'entre eux ont les cheveux blancs. Donc, je vais juste faire un lien. Continue. Moi, pendant que tu parles du Sasquatch, je suis allé au pays du Sasquatch, en Colombie-Britannique. Enfin, t'étais là, toi. Oui. Ah oui, non. Ouais. Saskatoon. Pardon? Saskatoon. Ah non, Saskatoon, c'est en Saskatchewan. C'est beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. Là. On parle vraiment d'aller dans les montagnes rocheuses. Écoutez, de mémoire, là, j'ai des noms, là, ça fait quand même 40 quelques années de ça. Là. La question est, t'as-tu vu quelque chose? Oui.
mais pas de Sasquatch. Ah, mais là, tu viens de nous péter notre bulle. J'ai vu des beaux paysages. Non, sérieusement, là-bas... salut tout le monde, à la prochaine. Non, mais là-bas, dans certains villages... C'est un peu du folklore dans le sens que tu te promènes dans le village puis tu vas voir un arrest-stop avec un coup de griffe d'un pied de large. Tu as vu des traces de quelque chose? On a vu des traces de quelque chose. C'est-tu des traces que les habitants de la place ont fait pour agrémenter le folklore du Sasquatch? Oui. J'en ai aucune idée. Là. Écoutez, je ne sais pas. Mais oui, là-bas, dans certains villages, ils ont de l'air à y croire autant que ceux qui s'en vont pas loin de la zone 51 puis qu'il y a des restaurants en forme d'ovni, des atterrissages, des choses comme ça. C'est un folklore de la place, mais je regarde le paysage, puis oui, il pourrait y avoir quelque chose là-dedans qui pourrait ressembler à ça. Mais à date, c'est tout le temps filmé de loin ou est-ce que c'est... On ne sait jamais quand quelque chose est fake ou pas. Exact. Parce que ça peut être quelqu'un qui est déguisé pour faire... on ne sait pas. Non, moi, je vous dirais, avec la technologie actuelle, si on voudrait découvrir un Sasquatch, là, on est capable de regarder un gars à partir d'un satellite dans les airs et de savoir où il est exactement ce qu'il est en train de faire. Mais justement, c'est ça, je comprends pas ça. On a supposément les comment est-ce qu'ils appellent ça? Donc, les satellites. Non, oui, mais par les satellites, mais le brother, le Big Brother. Ah, oui. C'est quoi? Ils sont là à chercher quelque chose ou quelqu'un porté disparu, ou comme l'avion qui a été porté disparu l'année passée. Oui, H, quelque chose. Oui, c'est ça. Je me demande pourquoi ils n'utilisent pas ça. Mais oui. Parce que c'est utilisé à des fins militaires seulement. Mais oui, mais si tu cherches un avion avec plusieurs passagers qui est porté disparu, qui a disparu de je sais pas où, ils ont-tu vu quelque chose là-dessus? Carole, il faut se dire les vraies affaires, puis je ne mâcherai pas mes mots. Vas-y donc. On essaye d'aller sur des planètes. On cherche des exoplanètes un peu partout dans l'univers, puis on a de la misère à trouver un avion qui s'est perdu sur notre planète. Ça, c'est je veux dire, il faut arrêter de jouer sans dessin à un moment donné. Là, je veux dire. Regarde, ils vont même pas fouiller dans le fleuve, toutes les choses. Je dis dans le fleuve. Non, mais les mers, on a comme tellement de choses sous-marines qui n'ont même pas été exploitées. Puis c'est vrai qu'ils en dépensent des milliards pour aller fouiller ailleurs, quand ils sont même pas capables de fouiller ça. Je trouve ça... on va élaborer sur le sujet. Ouais. J'aime ça, élaborer sur le sujet. On chiale. On s'en va, là. Là, on regarde des exoplanètes qui sont à 100 000 années-lumière. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi 100 000 années-lumière, là? C'est loin en Jupiter. C'est très loin. Mais à un moment donné, je me dis, ça donne quoi de chercher une exoplanète qui est à 100 000 années-lumière si tu n'as pas la technologie pour y aller? Fait que je me dis... Peut-être qu'on l'aurait, la technologie, pour y aller. Elle est peut-être juste en dessous de nos pieds et on ne le sait pas encore. D'après moi, on a actuellement, puis ça, écoutez, je ne peux pas l'affirmer, mais je suis pratiquement convaincu qu'on a la technologie pour voyager dans l'espace pas mal plus vite qu'en 1960, là, avec un ordinateur qui n'est même pas compatible avec nos téléphones intelligents aujourd'hui. Mais avant, dans le temps, ça se lançait en deux bouts de bois avec un élastique, t'assis dessus, ping, t'es rendu. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça, là. Le Apollo, là, je me souviens, j'étais devant la télévision en 1969, je regardais Apollo à télé. T'es vieux, toi. Ouais, je suis vieux, moi. Mais je regardais Apollo, puis là, on voyait le gars descendre, blague, c'est correct. Mais tu sais, ce qu'il faut souligner là-dedans, c'est que le module, le LEM, a été envoyé là avec les plus basses soumissions de l'époque. Mais oui. C'est vrai. Mais on avait nos TV noir et blanc. L'ordinateur de bord, là, c'était même pas un VIC-20. C'était un Commodore 64. C'était même pas Android, là. Non. C'est loin de là. J'imagine que 40-50 ans plus tard, la technologie, avec toutes les découvertes qu'il y a eu, puis c'est de façon exponentielle, je pense qu'on est rendu... juste avec la sortie de Bob Lazar dans les années 90, on parle de rétogénérie d'OVNI. Ça a bouleversé le monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui disent que le crash de Roswell nous est emmené aujourd'hui toutes ces technologies-là de iPhone, de câbles, pas coaxial, mais la fibre optique, et là j'en passe, des rayons
mais ça vient de quelque part. Oui. Si on regarde l'histoire de l'humanité, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec moi là-dessus, on part de v'là 2000 ans, il se promenait en jaquette dehors. On s'entend dessus, là. Il se promenait en jaquette. Non, mais c'est vrai. Il se promenait en jaquette avec des chariots, avec des roues de bois. Puis il fouettait 3 chevals en avant, puis il labourait avec 3 taureaux, puis un pic en bois, puis il passait la journée là-dessus. Avec des gougounes en sabots, des sabots, en fin de compte, des pieds. Là, ben, c'est ça. Tu sais, ça, c'est v'là 2000 ans. Oui. Mais c'est juste... à quoi qu'il y en a encore aujourd'hui du monde de même. La télévision, là, ça fait pas 2000 ans. Elle a été inventée en 1951. Oui. Tu sais? C'est un fait. Et c'est drôle. Dans les écrits sumériens, les dieux ont offert à la 7e ou 3e, ou peu importe quelle interprétation, quel texte on lit, donne à l'homme la connaissance, la science, qui est en fait l'agriculture, l'eau. Qu'est-ce qui est né de l'Empire sumérien? Les textes, les lois, le vivre en société. L'écriture? Des lois pour tout, l'écriture. Tu sais, quand on parle de berceau de la civilisation, là, c'est de là que ça part et on a tendance à l'oublier. Puis moi, ça me fait suer quand on reconnaît aux Sumériens tous nos exploits de l'humanité, mais quand ils nous racontent leur histoire de où est-ce qu'ils viennent, Nibiru, puis qu'est-ce que ça représentait, puis là, tout d'un coup, on dit, ben non, c'est des histoires à dormir de poules. Mais pourquoi qu'ils nous auraient menti comme ça? Pourquoi que là, tout d'un coup, ils nous donnent tout ça, puis que là, ils décident de nous conter des histoires sur leur origine? Puis tu sais, Jean-François, si on regarde dans l'histoire, il y a des gravures qui ont été faites il y a 1200 ans, où ce qu'on aperçoit clairement des ovnis dans les années 1500, 1600, même des 1700, peintures, 1800, il y en a partout. Je veux dire, le monde... L'histoire de la religion explique... Si on prend toutes les histoires... Écoutez, est-ce que vous savez qu'on a 21... J'extrapole, là, mais à peu près 21 versions de l'Arche de Noé. Oui. Ça dit quoi, ça, en termes de population? On regarde l'ensemble de la planète. C'est juste dans une religion, là, le mythe du déluge est dans toutes les religions. Mais regarde, ça, il y en a beaucoup qui... Oui, il y a de la manipulation, il y a des gens qui veulent cacher volontairement des choses, mais il y a des versions aussi que, je te dirais, ça dépend de l'interprétation. Parce que si moi, je t'écris le chiffre 6 et tu es en face de moi, tu vas dire, c'est pas un 6, c'est un 9. Donc, c'est l'interprétation que tu vas en faire de ce que je te dis, mais ou de la façon que tu vas le comprendre aussi, qui peut être différent. Je vais te raconter une histoire, tu vas le visualiser dans ta tête d'une façon. Et si j'en fais un film, tu vas peut-être te dire, c'est pas de même, je le voyais, mais c'est une belle version. C'est un peu ça, en fait. Mettons, c'est un autre lien, là, Adam et Ève. Ah oui, ça, c'est juste un... qui est arrivé dans le Éden, un serpent. Ouais. Le serpent est représenté dans toutes les cultures de la Terre. Ben oui. La médication puis tout. Oui, il est même sur certains temples, je pense, c'est soit au Mexique, soit au Pérou, où ce que tu vois le serpent qui est sur le bord de l'escalier en descendant, selon la position du soleil. L'histoire de la Genève, quand on regarde jeune Ève, dans le fond, c'est si on transporte le mot, puis on descend dans son origine, ça donne le premier gène. La Genève. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, moi, à un moment donné, puis même d'ailleurs, il y a un translator. Je parle dans le Carole, je suis comme tout aujourd'hui. Non, pour la température, aide pas. Non, mais j'ai les mains pleines de pouces aujourd'hui. Tout va pas bien, là, dans un sens. On a un transcripteur, merci, du Vatican qui a été mis à la porte, M. Baliano. Qui avait accès à des très, très, très vieux textes et le Vatican lui a demandé de faire une transcription à partir de l'Ancien Brut. Et puis, il est mis à la porte parce que, dans le fond, c'était l'histoire des Sumériens bout pour bout. Fait que ça ne fitait pas avec la dogme catholique. C'est fait maudire à la porte. Ben, tu sais, moi, en tout cas, là-dessus, je veux même pas qu'on embarque dans l'histoire de la Bible, puis peu importe, parce qu'il y a tellement de... C'est une source de conflit, mais à un moment donné, quand on fait des recherches, on a comme pas le choix de se baser sur ce qui est écrit dans le temps. Puis quand on retourne à la source, c'est important
c'est comme une genre de confirmation. Oui et non. Mais je te dirais aussi que, regarde, moi, là, si on nous apprend, exemple, je te parle de moi, si on nous apprend que les scientifiques affirment que il y en a d'autres, des petits amis de même, des ou moi, il y en a en double, puis en triple, puis en multiplié par 1000 qui s'en viennent vers ici, qu'est-ce que ça va créer sur notre planète? Oui, mais je pense qu'on est rendu là. Non, oui et non. Là, je veux dire qu'il y a certaines personnes comme toi, comme moi, nos auditeurs, qui sont ouverts d'esprit là-dessus. Oui, mais as-tu pensé la panique? Jean-François, là, on parle parce qu'on vit en Occident, nous autres. Oui. Mais la planète, là, est comme séparée en vecteurs. Tu as des vecteurs qui sont encore assez archaïques, merci. Puis, je nomme aucune religion, je nomme rien. Non, c'est ça. Mais, tu sais, il y en a encore qui se promènent en jupette, là. Oui, puis ils n'ont même pas de télé, ils n'ont rien de communication, ça lance encore des flèches. Tu sais, si tu vas en Inde, je vais prendre l'Inde parce que c'est comme un peu neutre pour moi, là. Mais en Inde, tu as le archaïque, puis tu as le hyper technologique. Tu retrouves à peu près de tout en Inde, c'est tout mélangé. Mais, tu sais... OK, mais eux sont, encore une fois, pour eux, j'imagine que c'est une normalité parce que pour eux, la représentation de leur tente est une représentation de ce qu'ils ont vu dans le temps avec les humanas, les gros vaisseaux. Oui. Quand on lit les Védiques, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de guerres. On parle de guerres dans l'espace, des dieux qui tiraient avec des boules de feu, gros comme avec... on pourrait comparer ça à l'atomique un peu. Ça fait un peu partie de leur culture. C'est peut-être nous qui est un petit peu arriérés aussi, là, peut-être. Là. Je dis ça de même. Je ne veux pas insulter personne, mais est-ce qu'on ne devrait pas, peut-être, dans nos recherches, peut-être faire plus confiance aux anciens écrits? Je ne dis pas les livres religieux commerciaux. Je dis retourner à la source et aller plus du côté archéologique, peut-être un peu interdit, pour avoir une certaine... Mais ça, je suis absolument d'accord avec ce que tu es en train de dire là, parce que... Ces documents-là sont trop souvent laissés de côté par la communauté, pas ufologique, mais scientifique, nous aussi, là, mais... puis là, on commence à avoir des concordances, tu sais. Oui. Je vais faire un lien, là, juste pour le fun, là. Notre vaisseau, là, qu'on a découvert, là, qui est une forme de cylindre, là, qui spinne dans l'univers, là, ça de même. Ouais, le Oumama, là. Ouais, le Oumama, là. Bon, ben... Si on regarde le mythe de Nibiru, là, cette planète-là qui va faire un lien, puis qui va repartir, puis qui va revenir très dans un je sais pas combien de temps, là. Quelle couleur qu'elle est? Elle est rouge et noire. Ouais. Nibiru, comment on la décrit dans les termes sumériens? Rouge et noir. Hey, on va être obligé oui, mais ça va être une très belle fin de l'émission parce que là, il est déjà l'heure de vous quitter. Rouge et noir, ça sera nos derniers mots. Mais bref, je dois laisser la place à l'émission qui s'en vient, qui est Codef 3.0. Je vous remercie beaucoup, les amis, Raymond et Josie. C'est fun. Ça fait un plaisir. Oui, mais là, il va falloir que tu reviennes avec Mme Laplante. Je veux Merci, Jean-François. Je veux jaser avec ta petite madame. Moi, d'avoir des fois coupé une fois de temps en temps, je me suis m'ostiner. Puis t'es chanceux, j'ai pas mis mes yeux de Jean-Luc Mongrain aujourd'hui. On ne voit même pas. Fait que tu peux faire les yeux que tu voudras. Tu pourrais nous parler tout nu, on le saura même pas. Mais bref, la semaine prochaine, on va avoir un témoignage assez très intéressant de Gilles Lapointe va nous raconter ce qu'il a vu la semaine, il y a plusieurs années. Mais là-dessus, et on va parler de trucs plutôt ufologiques. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se reprend la semaine prochaine. Bonne émission pour ceux qui écoutent Codef 3.0 à l'instant. Merci beaucoup. Bye-bye.